Bonjour. Il m'est choix de présenter la dernière communication de Gaspard Koenig. La plupart d'entre vous le connaissez parce que Gaspard intervient régulièrement dans les médias. Gaspard, vous êtes philosophe, essayiste, romancier et au fond, vous allez clôturer cette demi-journée qui a été introduite par un autre philosophe, Pierre Manent, parce que dans les moments tragiques tels que celui que nous connaissons, nous avons besoin d'avoir des philosophes qui posent les bonnes questions en apportant des réponses de sorte de tenir ensemble les questions culturelles, les questions religieuses, politiques, économiques, les rapports sociaux et les rapports à la technique. Vous êtes un jeune philosophe et déjà vous intervenez sur ces champs-là. Et je dirais, vous êtes un jeune philosophe libéral et de conviction. Libéral, ce n'est pas forcément évident dans un pays, la France, marqué par l'esprit républicain, mais qui a comme contrepartie de souvent rabattre l'ultralibéralisme sur le libéralisme, alors que le libéralisme, vous le rappelez, a un propos beaucoup plus général que certaines formes économiques qu'est l'ultralibéralisme à l'intérieur de la souveraineté des peuples, et pire, certains confondent le néolibéralisme et le libéralisme. Or, dans toutes vos dernières interventions, et notamment dans le remarquable papier du dernier numéro de la revue Politique et Parlementaire, vous émettez une critique du néolibéralisme et en rappelez au fond au retour de l'homme. Le titre de votre papier est « Le libéralisme est mort, vive le libéralisme ». De ce point de vue-là, vous rejoignez le propos de Pierre Manent, qui est d'acter également une forme de mort du libéralisme sous sa forme classique, dans son idée, les équilibres anciens entre les libertés du commun, libertés collectives, arbitrées dans une tension positive avec les libertés individuelles, ferait que dorénavant, les libertés individuelles, et notamment les libertés de l'intime, se sont complètement substituées aux libertés du commun. Et Pierre Manent, vous étiez en route, a dit, eh bien, je pense que Gaspard Koenig partage avec moi beaucoup de points, mais sans doute les raisons, et donc du coup on en est d'accord, les voies de sortie ne seront sans doute pas les mêmes. Et puis vous êtes courageux parce que vous êtes cohérent, je dirais, et les pandémies ont été l'occasion de beaucoup de remises en cause des libertés individuelles. Vous n'avez pas hésité à exprimer la chose et au fond à critiquer les paroles du président de la République Macron quand il semblait s'adosser sur le besoin de sécurité sanitaire des Français pour remettre en cause les libertés individuelles. Donc merci de tout ça, Gaspard Koenig, et je vous laisse la parole pour nous faire aller au fond des choses et nous laisser inaugurer une soirée de réflexion sur votre pensée. Merci.
Merci et bonsoir à tous. J'étais tellement honoré d'être invité par une revue aussi historique, aussi prestigieuse que la vôtre, que je me suis dit que ce discours serait l'occasion de faire un peu pour moi le bilan de 10 ans de militantisme, puisque j'ai fondé un think tank, Génération Libre, il y a tout juste 10 ans, un parti politique simple, il y a 1 an, et que les deux étaient voués, sous des formes diverses, à actualiser et promouvoir et critiquer parfois le libéralisme assumé dans toute son histoire. Et donc, au bout de 10 ans, je dois d'abord vous dire que le bilan est assez sombre, mais pas entièrement désespéré. Bon. Alors d'abord, pourquoi je vous parle de libéralisme et pas de liberté? Parce que c'est finalement plus sympathique de parler de liberté concrète. J'aurais pu vous parler de voyage à cheval, j'aurais pu vous parler de libéralisation du cannabis, voilà, de vraie liberté, de liberté concrète humaine. Mais je crois aux doctrines. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ça explique sans doute le succès d'un certain nombre de partis, les gens ont besoin de doctrines, c'est-à-dire d'une vision du monde cohérente, qui donne un cadre pour l'ensemble des actions dans une société. Tout l'inverse, donc, du pragmatisme que nous propose de pouvoir en place. Le pragmatisme, c'est un moyen qui est tout à fait estimable, mais ça ne saurait jamais être une finalité, parce que selon quels critères juge-t-on une action dite pragmatique? Est-ce qu'il est pragmatique de chercher absolument à ce que les gens vivent plus longtemps? Est-ce qu'il est pragmatique de construire plus d'autoroutes pour que les choses aillent plus vite? Non, ce n'est pas forcément pragmatique, ça correspond à une certaine vision de la société, à des critères que j'estime pour ma part utilitaristes. En tout cas, ça n'a rien d'une évidence. Et donc, il faut toujours, comme depuis le début de l'histoire de la pensée, comme depuis les Grecs, il faut resituer la politique dans sa finalité. Et ça doit être vrai, en particulier pour le libéralisme, si nous ne voulons pas que le libéralisme meure, et si nous ne voulons pas que les extrêmes, ou les autres, en tout cas, doctrines politiques, qui, elles, sont bien actives, le supplantent. C'est bien d'ailleurs un accord possible entre Hayek et Keynes que de considérer que ce sont les idées qui mènent le monde, et que si on ne fait pas ce travail des idées, eh bien, et qui peut paraître parfois un peu pointilleux, un peu bizarre, un peu théorique, eh bien, on peut être certain qu'on ne prépare pas le monde que l'on souhaite. Et la question du libéralisme, au fond, elle est simple. Comment organiser une société pour accroître la liberté de ses membres? Et à partir de là, vous avez 1000 variantes, 1000 écoles, 1000 familles. Mais cette question même est irritante. Et une société libérale n'est pas forcément une société heureuse. Parce que peut-être que son principe fondamental, c'est d'enjoindre les citoyens à tolérer ce qui leur est étranger, ce qui les énerve, ce qui les irrite, ce qui les révulse. Et la même doctrine s'applique sur le plan religieux, la laïcité telle qu'elle a été conçue en 1905, c'est-à-dire l'expression libre de l'ensemble des croyances, y compris sur la place publique, économique, avec la concurrence, intellectuelle, avec la liberté d'expression, la possibilité d'entendre des choses qui vous énervent, qui vous agacent, morale, en tolérant la diversité des mœurs, la diversité des pratiques, et quelque part en acceptant, y compris sur le plan bioéthique, des choses que vous-même vous considérez immorales, et bien sûr démocratique, avec le pluralisme, sanitaire aussi, on l'a rappelé. On ne peut pas choisir les libertés qui nous arrangent. J'ai vu des libéraux pendant la crise sanitaire qui sont pour la concurrence, pour l'entreprise, pour l'innovation, pour le risque. Il faut prendre des risques. Et dès que le risque s'appliquait à eux, parce que soudain c'était un virus qui pouvait les concerner, leur raisonnement était tout à fait inversé. Et il est vrai que ces différentes libertés, aujourd'hui, tombent sur des cases différentes de l'échiquier politique, certaines à gauche, certaines à droite, correspondent à des univers sociologiques et culturels qui sont différents, et pourtant une pensée cohérente doit essayer de les réunir toutes ensemble. Et c'est pour ça que je suis dérangé par la question sur la sécurité première des libertés. La question n'est pas de savoir si on veut vivre dans une société sûre, tout le monde le veut. La question est une question de méthode. Est-ce qu'on applique, est-ce qu'on impose la sécurité de manière libérale ou de manière autoritaire? Est-ce qu'on met des flics et des caméras de surveillance partout, provoquant, je pense, encore plus de tensions à terme qu'il en existe aujourd'hui? Ou est-ce qu'on met en place les conditions pour que ces faits ne se produisent pas? Vous allez me dire, c'est très théorique. J'avais été visiter, je ne comptais pas en parler, mais comme la question se pose, j'avais été visiter les prisons ouvertes en Finlande. Prisons ouvertes, c'est quoi? C'est des prisons dans lesquelles on met un tiers des détenus en Finlande, donc c'est pas du tout marginal, qui sont des prisons sans murs, d'où les gens peuvent s'échapper physiquement. Il n'y a aucun obstacle physique à l'évasion. Il y a simplement, quand on entre dans ces prisons ouvertes, un contrat moral passé avec l'administration pénitentiaire, où l'on s'engage à ne pas s'évader et à travailler dans la journée. Vous allez me dire, c'est ridicule, c'est utopique. Ça marche. Ça marche depuis les années 70.
Et aujourd'hui, moins d'évasion des prisons ouvertes que des prisons fermées, parce que c'est fondé sur la confiance. Et c'est très très difficile pour un être humain, sauf les plus vicieux, quand on vous accorde la confiance, de ne pas la rendre. En revanche, quand on commence immédiatement à vous enfermer, à se défier de vous, votre premier réflexe sera bien sûr de jouer en sens inverse. Vous savez que la France, Alain Peyrefitte, dont on parlait tout à l'heure, l'avait souligné le premier, Cahus et Algan nous l'ont rappelé, est une société de défiance, une société verticale. Et si on veut assurer la sécurité, faut-il encore plus de défiance, encore plus de verticalité, ou faut-il mettre en place des dispositifs similaires à ceux des prisons ouvertes, qui était par ailleurs une enquête passionnante, parce que qu'est-ce que la liberté dans un lieu qui est par définition un lieu privatif de liberté? Alors, le constat un peu sombre dont je parlais au début, c'est qu'il faut quand même reconnaître que, hormis dans certains cercles courageux, et d'ailleurs généralement éclatés en autant de chapelles qu'il y a d'individus, le libéralisme comme doctrine politique a disparu, soyons très clairs, a disparu de la scène intellectuelle et politique française. Ceux qui l'ont peut-être achevé, ce sont l'actuel parti au pouvoir, La République En Marche, qui évidemment, il mérite d'entendre toujours considéré comme libéral par les journalistes. Un libéral, c'est un gouvernement technopositiviste, si l'on veut, et qui a assumé le rejet du libéralisme de manière très brillante aux dernières élections européennes. Il restait le terme libéral dans un seul parti français ou concernant la France, c'était le groupe au Parlement européen, ALDE, Association des libéraux et des démocrates européens. Très vieux groupe qui reflétait d'ailleurs les origines et les principes fondateurs de la construction européenne, longtemps dirigé par de vrais libéraux de conviction comme Guy Verhofstadt. Et le point inflexible pour que la République En Marche intègre ce groupe a été de le rebaptiser, un truc qui ne veut rien dire de communicant, qui est Renew. Il ne fallait pas que reste la moindre trace de l'adjectif libéral dans notre vie politique. Et c'est également un discours qui est assumé sur le fond. Le président de la République a dit à plusieurs reprises qu'il fallait, je pense que les termes sont très bien posés, transformer une société de libres individus, donc la société que nous décrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont nous rappelait l'article 4, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, transformer cette société de libres individus en une nation de citoyens solidaires. Ça a été dit à la fois à l'occasion de la pandémie et à l'occasion des attentats. Et une nation de citoyens solidaires, eh bien, c'est un ensemble homogène qui doit obéir à des valeurs communes, c'est-à-dire l'antithèse du libéralisme qui permet ou qui cherche à permettre, y compris avec la tension que cela génère, à chaque individu de choisir sa définition de la vie bonne et de tolérer celle de l'autre. Et enfin, la dernière formulation la plus flagrante, c'est quand on nous parle de droits et devoirs. Droits et devoirs, c'est ce qu'on dit en famille. C'est ce que dit le père, la mère à ses enfants, et avec raison. Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'appelle pas la Déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen. C'est la Déclaration des droits, point. Bien sûr que le droit va ensuite générer une obligation. Si vous avez le droit de propriété, vous n'avez pas le droit d'empiéter sur celle de l'autre. Si vous avez le droit à la liberté d'expression, vous n'avez pas le droit d'interrompre l'autre, etc. Mais ce n'est pas considéré comme un devoir, comme une rétribution. On ne vous donne pas un droit parce qu'il y aurait un devoir. Chaque citoyen, le plus taré soit-il, dispose de l'ensemble de ses droits, en contrepartie de rien du tout. Et donc parler de droits et devoirs, c'est rentrer au fond dans une conception morale de la gouvernance politique qui semble ne plus scandaliser personne, puisque tout le monde accueille ces propos comme une évidence, alors qu'ils sont tout sauf une évidence et qu'ils reviennent au fond sur 2 siècles de démocratie libérale. Alors cet effondrement politique était bien évidemment en aval d'un effondrement intellectuel. D'un côté, les intellectuels dont les Français se méfient, parfois à juste titre, les intellectuels ne sont jamais libéraux, ne s'en revendiquent plus. Vous vous rappelez que Raymond Boudon avait écrit un très brillant essai « Pourquoi les intellectuels ne sont pas libéraux ?» Et il expliquait sur le fond, et je pense que c'est en grande partie vrai, que les intellectuels aiment bien des systèmes d'idées extrêmement fermés, dans lesquels on a réponse un peu à tout. Et que le libéralisme, par définition, il glisse entre tout ça. Déjà, l'abbé de Condillac, un des premiers libéraux du XVIIIe siècle, un physiocrate, écrivait un traité contre les systèmes, en disant que de même que les biens doivent circuler librement, les concepts doivent circuler librement. Donc le libéral
par nature, est moins dogmatique, plus enclin à la contre-argumentation, au doute, ce que disait beaucoup Jean-François Revel aussi. Et donc, évidemment, dans une vie d'intellectuel un peu militant, c'est plus difficile parce qu'on perd un peu son public. On ne dit pas toujours la même chose. Et puis de l'autre, vous avez des libéraux qui ne sont pas assez intellectuels, qui confondent libéralisme et business, et qui font passer le libéralisme sur les plateaux télé comme la défense des intérêts particuliers des entrepreneurs ou de l'entreprise ou du secteur privé. J'en profite d'ailleurs pour dire que, contrairement, et je m'excuse de le réfuter puisqu'il n'est pas sur scène pour me répondre à ce que disait M. Sainte-Marie, le libéralisme n'est pas contre l'État. C'est même le libéralisme français, celui de la Révolution française, qui a inventé l'État moderne. C'est pour ça que Rosan Vallon, quand il parle de la Révolution française, parle de jacobinisme libéral, parce que l'État est inventé pour protéger l'individu, pour l'émanciper des différentes tutelles, que ce soit les privilèges, mais aussi les corporations. Isaac Le Chapelier est à la fois celui qui fait voter l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août et celui qui fait passer la loi de 1791 qui porte son nom et qui dit « chacun peut exercer le métier de son choix ». L'abbé Sieyès commence son discours sur le tiers-État par une apologie de la concurrence. À l'époque, il est évident que les deux sont mêlés et que l'État, dans un rapport direct à l'individu, que décrit Sieyès, est là pour garantir la fluidité entre ces différentes entités individuelles pour qu'elles puissent être aussi libres que possible sans s'encombrer les unes les autres et choisir librement leurs associations. Hayek a d'ailleurs parlé avec mépris du libéralisme français comme d'un libéralisme étatiste, parce que c'est un libéralisme qui croit peu en la communauté et qui donne, contrairement au libéralisme anglo-saxon, et qui donne à l'État le rôle d'émanciper l'individu. Donc nous avons cette théorie politique tout à fait valable, nous l'avons dans notre histoire, nous avons inventé le mot libéral au début du XIXe siècle, et rappelez-vous que tout au long du XIXe siècle, un libéral, c'est un révolté, ça n'a rien d'un businessman. Un libéral chez Stendhal, c'est celui qui lutte contre les édiles locales et contre le pouvoir monarchique. Flaubert se décrivait comme un libéral enragé. Et donc nous avons quand même cette très longue histoire française qui montre bien que le libéralisme n'est pas simplement un rejet des institutions publiques. Il peut d'ailleurs tout à fait rejeter, et à juste titre, le secteur privé quand celui-ci devient oppresseur. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on en reparlera. On pourrait en reparler en tout cas sur l'intelligence artificielle, sur laquelle j'avais fait une autre enquête et un autre livre. Les libéraux ont beaucoup à dire pour sauver l'individu de la manipulation des plateformes. Et donc cet effondrement intellectuel et politique, ce n'est pas seulement pour les discours, il a des conséquences très concrètes, puisque ça permet de faire passer, comme des lettres à la poste, toutes sortes de propositions illibérales, les états d'urgence, et on a vu que dans ce sondage que visiblement les Français s'y sont habitués, trouvent ça normal, une conception très agressive de la laïcité, des discussions interminables sur les valeurs. Enfin, quand le ministre de l'Intérieur dit « le cannabis, c'est de la merde », c'est pas le sujet. C'est pas le sujet pour l'État. Pour l'État, le seul sujet, c'est de savoir si le consommateur est informé, peut se nuire à lui-même, en toute hypothèse, sans nuire aux autres. Le sujet n'est pas d'avoir sur les sujets bioéthiques, c'est la même chose. Le sujet n'est pas d'avoir une perception morale, de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Ça, c'est à la société de le prendre en charge, aux philosophes, aux intellectuels, d'avoir des débats. Mais le politique, lui, dans une stricte séparation de l'État et de la morale, est simplement là pour permettre aux différents choix moraux de coexister dans une société donnée, ce qui est autrement plus difficile d'ailleurs. Le retour de la planification, le commissariat au plan, ne choque absolument personne. On en redemande d'ailleurs avec la crise écologique. Et la décentralisation est plus superficielle que jamais. On pourrait en parler très longuement, mais enfin, l'obligation d'avoir des communautés de communes fait partie d'un des nombreux actes de recentralisation que nous vivons depuis 5 ans. Alors pourquoi est-ce que la France a perdu cette appétence libérale qu'elle avait pourtant fondée ? Chacun a sa thèse, aucune n'est entièrement convaincante. J'aime bien celle de l'historien Paxton qui, dans son livre sur Vichy, parle, certes, pendant la moitié du livre, de la question des Juifs et de la question du traitement des Juifs par l'État français. Ça a été largement commenté, ça a fait largement scandale. Mais on lit moins la deuxième partie de son livre, où il explique que l'idéologie du régime de Vichy, qui s'appelait, je vous rappelle, l'État français, a introduit le dirigisme, à la fois industriel, culturel,
a inauguré en fait les premières élites techniques, les premiers experts, les premiers ministres experts qui étaient là pour planifier à la fois les ressources et faire ce qui était le mieux, enfin, faire le bien des gens, y compris contre leur gré. Mon expérience, ma brève expérience politique me conduit à penser qu'il ne faut pas non plus oublier la question institutionnelle. Je publie la semaine prochaine un livre qui sera intitulé « Contraint », titre emprunté à la Boétie, et qui critique dans son principe l'élection du président de la République au suffrage universel. Finalement, c'est une chose qu'on a acceptée, d'ailleurs, dans les questions et dans les sondages. On dit toujours les sympathisants de Mélenchon, les sympathisants de Macron, parce qu'on a complètement incorporé cette élection du président de la République au suffrage universel. Il faut quand même rappeler que la Ve République n'était pas construite là-dessus, et qu'en 1962, le référendum de Gaulle était considéré comme une forfaiture par le président du Sénat et comme le début d'une semi-dictature par l'ensemble des institutions, Conseil d'État, Conseil constitutionnel et l'ensemble des partis réunis. La démocratie était toujours conçue dans notre histoire, comme une démocratie représentative dans l'histoire mondiale, avec l'exception des États-Unis, de la République de Weimar, du Portugal à la fin des années 30, mais enfin c'était relativement anecdotique. De Gaulle a complètement changé la manière dont on vit la vie politique en désignant un homme et ensuite en le considérant comme responsable de tout. Et je pense que dans ce système-là, sans faire une longue intervention sur le sujet, ce que j'aimerais beaucoup, mais ce sera pour plus tard, dans ce système-là, il est beaucoup plus difficile, en fait, de vendre au public des propositions libérales. Parce qu'immédiatement, on vous demande, mais vous feriez quoi? Parce qu'immédiatement, les institutions poussent, y compris les médias, à personnaliser l'exercice du pouvoir et à dire, mais alors vous, quelle est votre solution? Et on est quasiment dans l'incapacité de dire, mais moi, je n'ai pas de solution. Moi, je propose d'organiser un système pour que les gens trouvent leur propre solution, qui est l'essence d'un libéralisme bien construit. Mais la verticalité du pouvoir central, incarnée par le président de la République, empêche de promouvoir ce genre de logique. Il est d'ailleurs frappant que quelques années après l'instauration de l'élection au suffrage universel, certains aient fait de la résistance, certains grands parlementaires, Defferre, Pierre Mendès France, se sont présentés individuellement puis collectivement en 1965 puis en 1969 comme une sorte d'alternative à la logique de la Ve République, en disant nous on va fonctionner en équipe, on va faire quelque chose d'anti-présidentiel, on va redonner au président un simple rôle d'arbitre, de clé de voûte des institutions, comme d'ailleurs la Constitution le commande. Et ils ont été balayés par l'électorat, ils ont fait à peine 5%, ce qui prouve bien à quel point la France était déjà devenue présidentialiste, et je pense que ces institutions jouent considérablement en défaveur de cette idée. Alors pour nous rassurer, comparons-nous, parce que la crise du libéralisme, qui a donc des facteurs très franco-français que je viens de décrire, est aussi un peu par hasard, quelque part, une crise mondiale. Et comme on le rappelait, et comme visiblement Pierre Manant l'a également exprimé, le libéralisme s'est fourvoyé au cours des 50 dernières années dans le néolibéralisme. Alors j'ai longtemps refusé d'utiliser ce terme. Je considérais que ce terme était une sorte d'insulte de la part des socialistes qui ne connaissaient pas notre pensée et qui nous traitaient de néolibéraux à toutes les sauces. Et il faut lire quand même la somme de Serge Audier sur les néolibéralismes, qui est extrêmement documentée pour comprendre que c'est un vrai programme, un vrai système d'idées, qui est né du colloque Lippmann, qui s'est installé avec la Société du Mont Pèlerin, qui a effectivement pris le pouvoir politique, qui a effectivement instauré une doctrine économique au niveau mondial, et qu'on peut l'accepter, le détester, etc., mais enfin que le terme a une légitimité intellectuelle. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, le néolibéralisme, c'est absolument pas la dérégulation de tout. C'est Foucault qui a très bien montré, et Barbara Stiegler qui écrit dans la même revue poursuit cette analyse aujourd'hui, que le néolibéralisme, c'est la combinaison d'un pouvoir d'État très fort, d'un pouvoir de surveillance très fort, et, à travers le secteur privé, de la maximisation de la valeur d'utilité. On va faire ce qu'il y a de plus utile pour les gens, c'est une doctrine utilitariste, y compris s'ils ne comprennent pas bien. On va leur expliquer, on va faire de la pédagogie, comme on dit aujourd'hui, du moment qu'on maximise le bonheur collectif. Ce n'est pas quelque chose qui vient de mauvaises intentions, mais ça vous donne une société utilitaire, où les bâtiments sont utilitaires, où les transports sont organisés de manière utilitaire, où l'éducation est utilitaire, où tout est utilitaire. Et c'est une société que tout le monde refuse aujourd'hui. Tout le monde est contre le néolibéralisme. Et les gens ont raison, parce que c'est profondément contraire à notre humanité de nous imposer une logique économique. On dit on n'en veut pas, on préfère quelque chose de moins efficace,
mais de plus joli, ou de plus compréhensible, ou de plus lent. Mais c'est parfaitement légitime. Et il ne faut pas donner le pouvoir aux économistes. Et d'ailleurs, beaucoup font leur aggiornamento. Augustin Landier et David Tesmar ont publié un livre, Le prix des valeurs, qui dit exactement ça en langage économique. En disant, si les gens veulent payer plus pour quelque chose qui leur apporte moins de confort, mais qui est plus conforme à leurs valeurs, à leur manière de vivre en société, c'est parfaitement légitime. Et c'est du ressort de la délibération démocratique. Et ce néolibéralisme-là, qu'il faut donc bien opposer au libéralisme qui, vous l'avez vu, est une chapelle très très grande dans laquelle il y a plein de courants, les ordolibéraux, les libertariens américains, les libertariens de gauche. Enfin, quand on entre dans toutes ces chapelles, c'est d'ailleurs assez fascinant, c'est souvent intellectuellement très excitant. Mais en tout cas, c'est très très varié. Et ce néolibéralisme a pris un peu le monopole du libéralisme, qui fait que c'est difficile et c'est triste de promouvoir le libéralisme dans un pays où on vous confond avec cette idéologie-là. Et aujourd'hui, très clairement, il se décline dans l'usage des technologies. Yuval Harari a parfaitement raison de dire que la question de l'intelligence artificielle, c'est la question du libre arbitre. Je n'ai pas le temps de développer ce point, de dire est-ce que les outils, les algorithmes qui influent, manipulent nos comportements, à l'aide d'ailleurs de la recherche neuroscientifique, nous privent de notre libre arbitre, et en quel cas, en fait, c'est le fondement même de la société libérale qui s'écroule, parce que si l'individu est complètement déterminé et conditionné, pourquoi on lui laisserait le droit de vote, pourquoi on lui laisserait une responsabilité économique, pourquoi on lui laisserait une responsabilité juridique ou une personnalité juridique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invoque aujourd'hui la personnalité juridique des robots. Bon, c'est une autre question. Mais vous voyez bien comment ce néolibéralisme, il a tué en fait le libéralisme parce qu'il a tué l'idée même de choix individuel. Il alimente aussi la bureaucratie. Encore une fois, il ne lui est nullement opposé. Et il faut lire les livres passionnants de David Graeber, anthropologue anarchiste, qui a écrit sur notamment un livre sur l'empire des normes, où il montre que cette incroyable bureaucratisation de nos vies est quelque chose qui vient tout à la fois des normes gouvernementales et du secteur privé, et que c'est un phénomène mondial. Et puis enfin, il y a la question écologique, que les libéraux ont du mal à voir, alors qu'il faut tout de même comprendre aujourd'hui, grâce à la littérature scientifique, que les dégâts incroyables que les mécanismes du marché ont causés, je ne dirais pas à la planète, mais je dirais à la vie, parce que la vie, ce sont des individus. Et le libéralisme est là pour protéger les individus, y compris les individus non humains. Ces dégâts incroyables n'ont pas été pricés par le marché, ne sont pas dans le système de marché. Jean Covici a raison de dire que Jean-Baptiste C, considérant que les ressources naturelles étaient infinies, ne faisait pas partie de la science économique et que c'est un peu le vice originaire de nos calculs. Nos calculs n'ont pas anticipé les dégâts et ne les anticipent toujours pas. Et quelque part, nous avons affaire à non pas à une science, mais à une technoscience qui a nié la science, c'est-à-dire la complexité de la vie. Je suis en train de lire un livre sur les vers de terre. Absolument fascinant. Saviez-vous que Darwin avait écrit un livre sur les vers de terre, on écrit l'évolution des espèces? Saviez-vous que les vers de terre constituent la première biomasse au monde, c'est-à-dire que tous les vers de terre mis sur une balance pèsent plus que tous les éléphants ou tous les humains? Et bon, ils ont toutes sortes de spécificités fascinantes, notamment d'ordre sexuel, mais je n'ai pas le temps de développer. Mais cet auteur, qui est un pur scientifique, prend l'exemple d'une motte de terre. Et il dit, il y a dans une motte de terre, en plus des vers de terre, des lombriques, des millions et des milliards de micro-organismes qu'aujourd'hui la science ne connaît pas. Ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans une motte de terre. Et donc il est fascinant de voir qu'on détruit la Terre de manière justement pseudo-scientifique avec quelques expériences en laboratoire, sans avoir fait d'abord l'effort de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça nous questionne énormément, nous les libéraux, y compris sur le droit de propriété. Il y a un droit de propriété pour exclure les autres humains de ma terre. C'est quelque chose que certains contestent, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre. En revanche, en quoi ce droit de propriété, invention juridique, nous donne la propriété de l'ensemble des êtres qui se situent dans notre terre, quand on achète non pas un appartement, mais une véritable terre? En quoi elle me donnerait la propriété ou le pouvoir de tuer des millions de vers de terre, quand vous savez que les vers de terre produisent 300 tonnes de terre à l'hectare? Alors que faire?
Eh bien d'abord, il y a sur le plan intellectuel un très vaste aggiornamento à faire, que nous devons faire, nous les libéraux, en disant tout ça. Vous l'avez vu, je n'ai pas de solution sur tout ça, mais je pense qu'il faut reconnaître le problème. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos prédécesseurs à la fin des années 30, lors du colloque Lippmann. Le libéralisme était en pleine déroute, c'était après le krach de 29, le laisser-faire manchestérien avait clairement conduit le monde à la faillite, à la montée des populismes, et donc un certain nombre de libéraux, dont beaucoup de jeunes, y compris de jeunes français, Aron à l'époque, Rueff, etc., se sont réunis à Paris et ont fait un colloque dans lequel ils ont fait le constat d'une forme d'échec et où ils ont proposé d'autres idées. C'est devenu d'un côté, effectivement, le néolibéralisme, c'est devenu de l'autre l'ordolibéralisme allemand. Et il est grand temps pour nous d'avoir cette forme à la fois de modestie et de moment de reconnaissance des erreurs, parce que sinon, nous ne serons pas à même de réhabiliter, de reconstruire la doctrine. Ensuite, de mon point de vue, il y a 3 grands axes sur lesquels il faudrait travailler. D'abord, le premier, c'est de remettre l'individu au centre du processus de décision. C'est-à-dire, l'individu, on va le mettre dans un centre commercial, parce que comme ça, il paiera moins cher, parce que c'est mieux pour le consommateur, etc. Non, l'individu, on va lui rendre son pouvoir de décider si lui ou non il souhaite ce genre de vie. Et pour ça, il faut lui redonner ce que Isaiah Berlin appelle, en parlant de John Stuart Mill, le droit à l'errance. Avoir une zone grise dans laquelle on peut expérimenter des formes de vie, de valeurs diverses. Et ça paraît un peu abstrait, mais ça se décline en propositions de politique publique extrêmement concrètes, notamment celle que je défends depuis de longues années, donc ça ne vous surprendra pas, même si j'imagine que la plupart d'entre vous seront en désaccord, qui est le revenu universel. À savoir que précisément pour un libéral, il faut donner aux gens les moyens de leur liberté, et donc donner à tous, on pourrait discuter ensuite de la manière dont ça peut se faire, donner à tous, comme un droit, les moyens de subvenir à leurs besoins de base, pour que la recherche de protection économique ne soit plus l'obsession de trop de nos concitoyens, et que, sur la base de ce revenu, les gens puissent expérimenter des formes de vie diverses, parce que c'est ça le but de notre vie en société. Le deuxième grand axe, par rapport justement à l'économisme des dernières décennies, c'est, je retournerai la fameuse formule du conseiller de Clinton qui disait « It's the economy stupid ». Non, aujourd'hui, it's the democracy stupid. Que veulent les gens? Ils veulent être maîtres de leur destin. Ça ressort, par exemple, de l'excellent ouvrage de Anne Niva, qui visite la France en vrai, qui passe du temps dans les villes moyennes, qui passe des semaines et des semaines chez l'habitant. C'est ce que j'ai vu, moi, sur le terrain, quand je me suis longuement promené en France, à cheval et à pied. Et c'est ce désir de faire ses propres normes, ses propres lois, au niveau local d'abord. Ce n'est pas un hasard si la seule revendication explicite et unanime des Gilets jaunes, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'était pas sur le pouvoir. Moi, je suis contre le RIC au niveau national, mais je suis frappé de voir que c'était pas sur le pouvoir d'achat, c'était pas sur l'insécurité, c'était pas sur la retraite, c'était sur on veut pouvoir décider nous-mêmes de notre destin collectif. Et ce désir d'autogestion, il est très fort et il doit évidemment commencer par de l'autogestion locale. Parce que où est-ce qu'on décide le mieux de son destin collectif? C'est d'abord dans sa communauté, dans sa commune. Encore une fois, aujourd'hui, le mouvement de recentralisation va exactement en sens inverse. Les communautés de communes sont un désastre pour les gens qui, justement, se reconnaissaient dans une entité culturelle qui était la commune. Mais la logique néolibérale d'optimisation utilitariste, on dit « Ah ben non, la commune, c'est pas bien parce que ça permet pas de gérer, d'engendrer des économies d'échelle sur les déchets, sur l'hospitalité, etc. » Donc hop, pas de commune de moins de 5000 habitants. Ça, c'est le rêve du technocrate. Et c'est précisément cette logique-là que nous devons refuser au nom du libéralisme. Si les gens veulent payer plus, te donner plus d'efforts, gérer de manière autonome leur eau, par exemple, eh bien, ils doivent pouvoir le faire. Et c'est ce que nous avions appelé, dans mon think tank, la subsidiarité ascendante, c'est-à-dire l'idée que ce n'est pas à l'État de déléguer les compétences aux différentes entités, aux différentes collectivités locales, parce que là, on peut à l'infini dire ce n'est pas les bonnes échelles pour les régions, ce n'est pas les bonnes compétences, ce n'est pas ceci. C'est à la plus petite entité de prendre les compétences dont qu'elle estime pouvoir exercer,
déléguer le reste à l'échelon supérieur et créer ainsi autant de formes de gouvernance qu'il y a de territoires en France. Et enfin, le troisième axe, c'est de retrouver, j'y ai un peu fait allusion, le lien profond entre liberté et nature. Tocqueville est peut-être celui qui a le plus dénoncé ce qui était déjà la bureaucratie, la tutelle administrative, comme il le dit. Il se plaint dans l'Ancien Régime et la Révolution que pour changer une tuile sur une église, il faut remonter au Conseil du Roi. Aujourd'hui, vous remplacez le Conseil du Roi par la DRAC et la DREAL, mais c'est à peu près la même chose. Mais ce même Tocqueville qui lutte contre la bureaucratie a écrit un texte moins connu, formidable, qui s'appelle « 15 jours dans le désert », où après son tour des prisons aux États-Unis, il fait une balade dans le Michigan, dans les forêts primaires du Michigan, sous la canopée originelle, à cheval d'ailleurs, avec son ami toujours Gustave de Beaumont, et où il s'émerveille, c'est un texte lamartinien, romantique, magnifique, où il s'émerveille de cette nature primitive dont il sait que l'industrialisation, que par ailleurs il appelle de ses voeux, va exterminer. Où il s'émerveille de ses rencontres avec les tribus primitives, où il réfléchit d'ailleurs sur le principe d'égalité qui préside à leur communauté. Et donc il y a quelque part au fondement, au début du libéralisme, d'abord un regret, au fond, un regret de ce qu'on est en train de détruire, et puis une appétence, une idée que finalement lutter pour la liberté de l'individu au sein d'une société, de manière un peu affective, de manière un peu émotionnelle, vous voyez bien que c'est pareil que d'arriver de vouloir s'intégrer au fond à un écosystème au sens naturel du terme, qu'il y a un écho entre l'écosystème naturel et entre l'écosystème social, qu'il ne faut détruire ni l'un ni l'autre en laissant les individus développer leurs valeurs d'un côté, mais en laissant aussi les plantes ou les animaux vivre de l'autre. À l'inverse, Thoreau, l'ermite des bois, avait développé une forte passion anti-gouvernementale puisqu'il refusait de payer ses impôts à l'État américain esclavagiste. Donc vous voyez bien qu'intuitivement, il y a un lien très fort. Et je dirais que ça va bien au-delà de la question du carbone. Parce que la question du carbone, excusez-moi, mais c'est une question quand même facile. D'abord, c'est la question pour la survie de notre humanité. Ce n'est pas du tout pour la planète qu'il faut baisser les niveaux de carbone, c'est pour que nous, on évite les migrations massives, les changements de climat catastrophiques pour nous, espèces humaines. Donc la question du carbone est une question légitime, mais tout à fait égoïste au niveau de l'espèce. Et sur cette question du carbone, la réponse, elle est tellement simple pour un libéral, c'est une très grosse taxe carbone. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la montée des prix de l'énergie. Et ça produit exactement les effets qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens consomment différemment, commencent à restreindre leur énergie, pensent à éteindre leurs enseignes la nuit, etc. Bon, mais ça, c'est facile. Mais la vraie question, les questions plus dures, c'est sur le vivant. Et c'est une question que j'aimerais décorréler. C'est la question de la biodiversité ou de la diversité, thème qui nous plaît, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan animal. Et comme je le disais, le respect du vivant, il va impliquer d'abord de redéfinir l'individu, pour y inclure l'individu non humain, mais jusqu'où ? Montaigne disait jusqu'aux plantes, enfin, il faut voir quand même. Redéfinir la question de la propriété et redéfinir la liberté. Est-ce que la liberté, c'est maximiser les possibles pour pouvoir aller partout à toute vitesse pour le moins cher possible et pouvoir tout consommer ? C'est quand même comme ça qu'on l'a présenté. Donc quand on dit que le néolibéralisme, c'est la liberté parce que ça laisse les gens faire ce qu'ils veulent, c'est quand même une certaine forme de liberté. Donc c'est déjà un certain présupposé philosophique. Ou est-ce que la liberté, ce n'est pas exactement à l'inverse, dans la définition stoïcienne, montaignienne du terme, le fait de pouvoir se contrôler assez pour ne pas multiplier les désirs et pour, au fond, être indépendant des circonstances extérieures plutôt que de vouloir les conquérir. Mais enfin, toutes ces réflexions intellectuelles futures n'obèrent pas, hélas, le problème politique qui se pose à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vois nulle part, dans aucun parti, la moindre porte d'entrée vers ces idées ou vers ces réflexions. Et Dieu sait pourtant que je les fréquente. Par ailleurs, sur la question précise qui était au cœur de mon initiative politique de la bureaucratie, j'ai le sentiment, et de l'inflation normative, pour être un petit peu plus élégant, c'est-à-dire de la surcharge pondérale de la norme, qu'elle vienne de l'État ou du secteur privé, encore une fois, qui
entravent la liberté de manière quotidienne, parce que c'est bien joli d'avoir les droits fondamentaux, les libertés d'expression et les droits garantis par le Conseil d'État, quand au quotidien, vous devez demander des autorisations pour à peu près tout. J'avais fait avec mes équipes un grand recueil des doléances administratives en France. On avait fait des tours de France, on avait recueilli ça sur Internet, et vous lisez des histoires qui, à chaque fois, vous révoltent et qui expliquent la défiance dont on parlait dans le sondage vis-à-vis des institutions. Les gens disent des gens capables de nous pondre ça ne méritent, et ils ont raison, aucun respect. Et vous n'avez, je pense aujourd'hui sur le territoire, plus de respect de la loi dans les deux sens du terme. Et à l'inverse, des espèces de synapses d'anarchie, où les gens, dans les interstices, se débrouillent, développent leur petit système, trouvent un espèce de statut un peu fictif qui leur permet simplement de faire leur activité, vivre leur vie, etc. Et j'ai un peu le sentiment que sur cet aspect très précis, plus personne ne sait ce qu'il faudrait faire. Tout le monde est relativement d'accord sur le constat. Mais nous avons atteint le point redouté par Max Weber quand il parle de la bureaucratie, où elle atteint un tel niveau de saturation que plus personne ne peut la réformer, que le pouvoir politique devient anecdotique, marginal, par rapport à la structure et à la perpétuation de la structure. Et les conseillers d'État sont d'accord, et ils publient tous les 5 ans un rapport pour dire il y a trop de normes, trop de lois, tue la loi, etc. Les fonctionnaires de terrain sont d'accord, les citoyens que j'ai rencontrés sont à peu près tous d'accord, et personne ne sait plus sur quel bouton appuyer. Et David Graeber, dont je parlais avant, va un peu plus loin que Weber sur la base de cette même analyse et dit quand on arrive à ce stade-là, comme l'Empire romain, sur la fin, l'Égypte ou Babylone, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre les barbares. À un moment donné, le système est tellement fragile, n'a tellement plus confiance en lui-même, qu'il prie quasiment que quelqu'un vienne le détruire. Et donc c'est un peu mon projet des prochaines années, attendre les barbares en cultivant mon jardin. Merci beaucoup. Merci Gaspard Koenig à la fois sur ce diagnostic et des propositions engageantes, enrichissantes, nonobstant un constat sur le très court terme. En tout cas, vos réflexions éclairent beaucoup d'interrogations et nous permettent au fond d'avancer. Nous avons 18 minutes 24 pour profiter des questions de la salle, peut-être des étudiants de l'HEIP déjà. Qui veut parmi vous? Bonjour. Merci pour votre intervention. Vous avez mentionné à plusieurs reprises pendant cette conférence un sujet sur lequel j'aimerais revenir si vous me le permettez. Vous avez pendant 5 mois parcouru l'Europe à cheval en 2020 sur les traces de Montaigne. Vous avez écrit un ouvrage pour nous parler de ce voyage qui s'appelle « Notre vagabond de liberté ». J'aimerais savoir comment vous avez ressenti votre liberté intérieure, comme vous l'appelez, ressenti, expérimenté pendant ce voyage. Merci. Je vous remercie pour cette question parce que ça rejoint exactement la fin de mon propos sur le stoïcisme. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais plus libre dans ces circonstances-là que dans ma vie urbaine normale. Parce qu'au fond, j'étais dans un univers de contraintes extrêmes. Vous êtes à cheval, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir arriver au bout du chemin. Parce que parfois, il y a un pont, mais le pont il est trop branlant, alors il faut faire un détour. On fait un détour, bah oui, mais il y a un barbelé. Le barbelé, on ne peut pas l'ouvrir, il faut revenir sur ses pas. Après, il y a une chicane pour vélo, bah, le cheval ne passe pas. On ne sait pas, on va dormir le soir, etc. Donc en fait, c'est un univers où est-ce qu'il y a des problèmes de selle, il y a des problèmes vétérinaires, il faut prendre en compte le cheval. Donc on est sous contrainte extrême. On ne peut pas tout d'un coup dire, tiens, je m'arrête. On ne peut pas s'arrêter. C'est un peu comme quand on est en bateau. On ne peut pas dire, tiens, je vais aller ailleurs. On peut pas. Non. Je me dis, mais alors comment se fait-il que j'ai ce sentiment vraiment au fond de liberté, beaucoup plus que quand je prenais des avions pour faire le tour du monde à la recherche de l'intelligence artificielle.
Alors d'abord, il y a une liberté très factuelle qui est que rien ne réglemente le voyage à cheval. Le législateur a oublié, comme personne n'en fait. Et donc, c'est comme quand on fait de la voile. N'importe qui peut prendre un cheval, lui mettre une ficelle dans la bouche et partir sur les nationales, alors que c'est 1000 fois plus dangereux qu'une motocyclette de 125 cm3, pour le cavalier comme pour les autres. Mais enfin, c'est comme ça échappe à tout, donc il n'y a pas besoin d'assurance, il n'y a pas besoin d'autorisation, il n'y a besoin de rien. Et rien que ça, on est considéré comme un véhicule quand on est sur la route et comme un conducteur d'animal quand on est sur le trottoir. Donc on change de statut légal de l'un à l'autre, mais on va où on veut. Et on va où on veut, on va à travers champs. Et ça, bon, ça, on a l'impression de rentrer tout d'un coup dans un espèce d'interstice de la loi, et c'est assez plaisant. Après, la deuxième chose, c'est que le rapport humain avec les gens, il est beaucoup plus direct. Il est sur un pied d'égalité, parce qu'on est en fait un être humain qui est dans le besoin et qui a des problèmes. On a toujours des problèmes. On cherche de la nourriture, on cherche un tapis de selle, on cherche quelqu'un pour tenir le cheval pour aller à l'épicerie. Et donc, on noue des rapports humains toute la journée. Et ce qui est incroyable, ce que Graeber appelle le communisme de tous les jours, c'est que les gens répondent à cet appel. Alors, on pourrait peut-être l'anticiper, mais on lit tellement d'articles sur la société individualiste, la société déshumanisée, mais en fait, il suffit de susciter le bon réflexe, et tout d'un coup, on retrouve, c'est anthropologique, c'est normal, on retrouve cette bienveillance, en fait, vis-à-vis du frère humain, pour dire vite, qui fait qu'on m'a hébergé un peu partout sur le territoire, et que cette relation d'hospitalité est une relation qui est d'une richesse extrême. Et puis le troisième point, c'est que forcément j'étais très dépouillé matériellement, parce qu'il fallait que tout soit très léger. Et ça, la plupart des randonneurs, même à pied, à vélo, connaissent ça. Et en fait, ce dépouillement est extrêmement libérateur, puisqu'on n'a que ce qui est strictement nécessaire, qu'on a bien conçu avant le départ. Du coup, rien ne nous manque. On a tout. On sait où est chaque objet, parce qu'on a besoin d'une vingtaine de pièces et pas une de plus. Et donc, on construit, comme dirait Montaigne, sa petite arrière-boutique, cette espèce d'endroit où on est autonome, en fait, avec soi-même, et on n'a besoin de pas grand-chose. Et ce dont on a besoin, on peut l'obtenir simplement en parlant aux gens. Et donc, c'est ça un peu qui m'a mis sur la voie de cette liberté stoïcienne, encore une fois, qui est un des thèmes essentiels de Montaigne, où plutôt que d'accumuler, on restreint. Et en fait, en éliminant, on s'enrichit beaucoup plus qu'en accumulant. Voilà. Si vous le voulez bien, Gaspard, ce que vous relatez, c'est l'expérience des pèlerins, aussi à pied, qui font l'expérience des limites humaines. Et si nous sommes limités, Solzhenitsyn, dans une journée d'Ivan Dessinovitch, dit la liberté du prisonnier du goulag, qui est tellement limité au quotidien qu'il doit habiter ses limites. Et comme vous avez cité Hariri, c'est tout l'inverse du programme transhumaniste. Au fond, les limites humaines qu'apprennent justement à habiter les stoïciens que vous citez dans la continuité des stoïciens Montaigne, c'est qu'est-ce que je fais de ma condition humaine, alors que dans votre critique, au fond induite du transhumanisme, l'utopie totalitaire du transhumanisme, c'est l'illusion qu'on pourrait se débarrasser de toutes les limites. Et donc, du coup, là, vous rejoignez effectivement les origines du libéralisme, c'est-à-dire la question de l'humanisme. C'est-à-dire que la norme doit être adaptée aux hommes, aussi à leurs us et coutumes. Dans l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, l'efficace n'est pas le critère ultime pour l'humain. Je suis assez d'accord, donc je vais laisser le public poser une autre question, mais c'était très éclairant, et je pense qu'en effet, la question de la limite choisie, pas la limite subie, donc il y a du travail à faire quand même sur le sujet, mais est vraiment intéressante pour la suite. Bonjour, je tenais dans un premier temps à vous remercier pour cette conférence. Vous avez parlé du revenu universel. Est-ce que vous pensez que pour garantir ce départ dans la vie, ce premier coup, notamment pour les jeunes, je sais qu'il y a plusieurs partis politiques qui l'ont proposé, vous ne pensez pas plus que la culture, garantir son accès et la garantir aux jeunes, ne serait pas un meilleur moyen
de garantir cette émancipation et de leur offrir ce premier départ? Merci. Mais d'abord, le revenu universel, ce n'est pas seulement pour les jeunes, pour un coup de pouce au début, c'est pour tout le monde et jusqu'à la fin. C'est de 18 ans à la mort. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de manger. Et donc, je ne vois pas en quoi on leur dirait, je te donne un pass culture, mais en revanche, tu n'as pas le droit de t'acheter une boîte de petits pois avec ça. Et je pense que précisément, il y a quand même, de mon point de vue et du point de vue doctrinal dans lequel je me place, dans votre question, une forme de paternalisme qui est de dire aux gens, bah, vous avez besoin de culture, mais pas forcément. Il y a des gens qui vont faire des expérimentations formidables, sans culture. Il y a des gens qui vont faire, avec un revenu universel, des jeunes qui vont se mettre à faire j'en sais rien, moi, qui vont aller dans un village faire de la permaculture, et qui vont développer une autre forme de culture, peut-être une culture agricole, ou une culture, je ne sais pas, du travail manuel, sans avoir besoin d'aller utiliser le pass culture pour aller à un concert de Beyoncé. Donc, je pense qu'il y a... Et en fait, cette question, elle est profonde, parce que c'est dans la conception du revenu universel, c'est l'idée que les gens connaissent mieux que nous ce dont ils ont besoin, et qu'il faut leur laisser faire leur découverte, et que vous allez voir, si on leur fait confiance, ils ne sont pas si bêtes. Et qu'en revanche, chacun va l'utiliser de manière complètement différente. C'est pour ça que ce revenu universel, il doit absolument être en cash, en numéraire, parce que la vertu de l'argent, c'est qu'on en fait ce qu'on veut, et que ce n'est pas moral, ce n'est pas fléché. Et c'est l'inverse des dispositifs sociaux actuels, qui sont tous fléchés. Et qu'on vous donne de l'argent à condition de chercher un travail ou de faire semblant de chercher un travail dans le cadre du RSA, à condition de justifier de telle identité, à condition d'aller voir un concert, à condition pour essayer d'envoyer les gens dans la bonne direction. Je vais même vous faire une confidence. J'ai rencontré un dirigeant important de ce pays qui m'a dit, tu sais, pendant la campagne présidentielle, donc de l'actuelle majorité, on n'était pas loin de faire le revenu universel. Parce qu'effectivement, en fait, quand vous regardez dans le détail ce qu'ils font notamment sur l'automatisation des allocations à la source, etc., ça va dans cette direction-là. Et il m'a dit, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre les gens. Il dit, mais justement, il faut arrêter de vouloir suivre les gens, de vouloir avoir comme idéal de politique publique un grand tableur Excel dans lequel on se connaît tout le monde et on peut faire des politiques publiques hyper fines, hyper ajustées, avec plein d'intelligence artificielle pour que chacun se comporte comme on aimerait qu'il se comporte. Non, il faut juste leur donner les moyens et après, vous laissez faire, puis vous allez bien voir ce qui se passe. Voilà. C'est très, très, très beau ce que vous proposez, mais ça suppose un préalable peut-être, c'est que tout le monde contribue pour pouvoir faire que tous aient un revenu universel. Oui, alors donc tout le monde doit contribuer. Alors je ne voulais pas monopoliser la conférence sur la question du revenu universel. C'est là qu'on rentre dans les techniques de mise en œuvre. Et c'est là d'ailleurs qu'il va y avoir des différences entre ce qu'on propose nous et ce que va proposer la gauche, par exemple. Et nous, on propose un revenu universel qui s'appuie et se finance par une flat tax sur les revenus, qui fait que tout le monde bénéficie parce que tout le monde contribue. Alors, il y a des gens, si vous voulez, qui vont contribuer moins qu'ils vont bénéficier, comme c'est le cas aujourd'hui des gens qui ne payent pas l'impôt et qui ont les allocations, évidemment. Mais moralement et symboliquement, cette taxe est au premier euro. Donc, il y a des gens qui vont avoir, on va leur déduire, si vous voulez, cette taxe du montant du revenu, qui élimine les effets de seuil en plus dans ensuite la conception des allocations. Mais donc il y a cette idée aussi qu'effectivement, tout le monde y a droit et tout le monde y contribue, même si c'est très modeste par rapport à ce qu'évidemment un milliardaire va contribuer, parce qu'il sera au même niveau net de taxation. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir également sur cette notion de revenu universel. Dès qu'on lance, c'est assez surprenant parce que c'est vrai que la liberté que vous prenez, et la liberté d'entreprendre, et la liberté de circuler, de choisir son mode de vie est très séduisant. Et je crois qu'on peut tous être d'accord avec ce principe. Maintenant, le fait de vivre en société, c'est un mode de vie qui demande à renoncer à sa liberté individuelle pour la société. Et si on commence à avoir un revenu universel sans revenu, sans avoir une graduation, comme on le fait aujourd'hui avec la solidarité et la mutualisation des revenus qu'on peut redistribuer, comment faire pour arriver à puiser les ressources nécessaires et offrir à tout le monde le choix de vie? Alors, bon, j'ai déjà un peu répondu à monsieur, et je vous recommande le rapport qu'avait publié mon think tank qui s'appelle Liber, où la philosophie
et supplanté par les détails techniques de comment on fait pour que justement ça soit soutenable, que c'est dans le cadre d'ailleurs des finances publiques actuelles, c'est-à-dire que ça ne prélève pas plus d'argent qu'il y en a aujourd'hui. Bon. Mais j'aimerais aussi répondre sur le fond, parce que vous dites la vie en société, c'est restreindre ses libertés. Et je pense que c'est le mythe que nous ont transmis les philosophes des Lumières. Dans tous les philosophes des Lumières, que ce soit des socialistes comme Rousseau, des libéraux comme Locke, le point de départ, c'est que de l'état de nature fictionnel, c'est que les individus sont des petits individus comme ça éparpillés, et puis ils sont tous très libres. Et puis pour les mettre en société, il faut faire un contrat social. Et pour faire le contrat social, il faut renoncer à sa liberté, accepter celle de l'autre et tout ça. Mais ça, c'est juste n'importe quoi. L'anthropologie, qu'est-ce qu'elle montre? Tout l'inverse. L'humanité, elle a commencé dans des groupes extrêmement... Elle n'a pas commencé avec des petits individus libres qui se baladent et qui se font la guerre. Elle a commencé, au contraire, dans des communautés extrêmement soudées, cohérentes, dont même on ne pouvait pas s'échapper, à tel point que je défendrais l'idée que si l'État est apparu, c'est bien pour aider l'individu à s'émanciper de sa communauté. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la liberté n'est pas un donné, parce que l'homme serait né libre, comme dit Rousseau. La liberté est une construction sociale. Et que donc, pour moi, le but d'une vie en société, c'est de rendre les gens le plus libres possible, pas de leur enlever la liberté soi-disant originelle qu'ils auraient. Et que dans la palette de moyens que je mets en œuvre pour les rendre les plus libres possibles, figure effectivement un revenu qui leur permet de ne pas mourir de faim et d'avoir de quoi se loger, se soigner, etc. Bonsoir et merci pour cette conférence. Moi, il y a 7 ans, quand je suis venue ici pour les conférences de l'avenir, on avait posé la question, il y avait le mouvement des Gilets jaunes, et quelqu'un avait posé une question sur les Gilets jaunes, et on nous avait répondu, mais c'est même pas la peine d'en parler. Dans moins de 3 mois, on n'entendra plus parler des Gilets jaunes, et vous en avez parlé. Est-ce que les barbares, c'est pas les Gilets jaunes qui peuvent peut-être nous sauver, qui nous ont apporté beaucoup par leur ténacité et leur volonté de liberté, justement. Merci. Alors, je ne sais pas qui sont les barbares, hein, par définition. Et les barbares peuvent prendre une forme très déplaisante. Donc, je ne sais pas où ils vont arriver et ce qu'ils vont faire et en répondant à quelle idéologie. Mais en fait, je ne vois pas trop d'autres chemins politiques pour le pays que d'avoir ce moment de tabula rasa. Il nous reste 4 minutes, donc on peut prendre 1 ou 2 interventions. Ah, monsieur. Merci. Bravo pour votre pensée. C'est réconfortant, c'est ravissant, c'est super. Je voulais juste vous dire, vous êtes parti sur le mot de libéralisme et vous avez l'air d'en souffrir. Vous cherchez des explications, le néo, le rétro, je ne sais pas ce que vous sortez, mais vous en souffrez et vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge parce que vous allez jusqu'au barbare. Moi, je me demande si vous n'auriez pas une première réflexion qui serait de trouver un joli mot parce qu'il faut que nous aussi on sorte de ce mot. Quand vous en serez sortis, il y aura encore tout le monde et on parlera toujours de libéralisme et on dira des bêtises indéfiniment qu'on a déjà créées depuis longtemps. Alors, je vous remercie. D'abord, je me suis souvent posé cette question. Je pense que j'aurais 10 fois plus d'audience si je disais la même chose sans le mot. Mais je m'inscris dans une histoire intellectuelle. Et en fait, quand je dis le mot, je ne suis plus tout seul. J'ai des dizaines et des dizaines d'auteurs, de penseurs qui me précèdent, dans les livres desquels je peux piocher, où je me rattache, où je trouve les courants, etc. Et donc pour moi, ça me fournit une structure très forte. Alors effectivement, on pourrait cacher la structure, mais elle existe. Et quelque part, même si le mot se prête à tellement de controverses idiotes et effectivement lourd à porter, parce qu'immédiatement vous attaquez là-dessus, et vous le libéral et machin, c'est néanmoins un mot qui fait réagir parce qu'il vient de quelque part, même s'il est mal interprété aujourd'hui. Et donc, il m'inscrit dans une histoire qui est aussi l'histoire de notre pays, comme je l'ai rappelé. Et donc, même si c'est un peu lourd à porter, d'abord maintenant ça fait 10 ans, donc je pense que ça sera pour la fin de ma vie jusqu'à sur ma fiche Wikipédia, et comme c'est ce que lisent les journalistes, je n'y échapperai pas, donc autant l'assumer.
Mais au-delà de ça, voilà, je ne renonce pas à faire vivre ce courant intellectuel qui a déjà 3 siècles et qui est très noble. Une dernière question. Tu veux le micro? Merci beaucoup de m'avoir éclairé sur la spécificité du libéralisme français, qui est un libéralisme étatique. C'était une question que j'ai essayé de poser à Pierre Manant et vous m'avez éclairé. Ma question est, vous dites stricte séparation de l'État et de la morale. Si c'est un libéralisme économique, vous avez dit tout au début, c'est les idées qui mènent le monde. Et vous êtes un anti-utilitariste, ce qui m'est très sympathique. Donc, comment concilier ces deux choses? Les idées mènent le monde, mais pas de morale. Et en même temps, vous évoquez les valeurs fondamentales du libéralisme, l'autonomie, émancipation, liberté. Ce n'est pas la morale, mais c'est quand même les valeurs morales. Donc, je vois une contradiction entre ça et entre ces deux. Je comprends très bien. L'idée, effectivement, il y a une tension à un moment donné. C'est comme quand on donne des droits fondamentaux dans une constitution en disant qu'ils sont plus débattables. Et c'est la même tension, en fait, qui dit ma valeur minimale que j'accepte d'assumer au niveau étatique, c'est l'absence de définition de la vie bonne et des valeurs de chacun. C'est cette tension dialectique-là. La valeur, c'est l'absence de valeur. Mais une fois qu'on a dit ça, sur l'ensemble des sujets dont on débat aujourd'hui, fin de vie, cannabis, machin, la question ne se pose plus au niveau de la loi. Et donc là où il y a toujours une morale, c'est qu'elle se pose dans la société. Est-ce que c'est bien ou non de faire une GPA? Est-ce que c'est bien ou non de choisir l'euthanasie? Est-ce que c'est bien ou non de fumer du cannabis? Mais l'État, lui, il a juste mis en place le cadre pour que les gens puissent faire ça sans se nuire à autrui, puissent faire ça en toute connaissance de cause, mettre en place l'information, etc. Vous savez, j'ai été voir la libéralisation du cannabis au Colorado. L'État, il a beaucoup plus de travail dans la libéralisation que dans la prohibition, parce que la prohibition, c'est facile. Il dit c'est interdit et puis je tape. La libéralisation, c'est compliqué parce qu'il faut mettre en place des petites règles sur ah oui, mais alors comment je régule les doses dans les magasins et puis la traçabilité et puis bon. Donc, mais ce cadre mis en place par l'État ne dit pas aux gens si c'est bien ou pas de le faire. Il dit juste, je vous en donne la possibilité, je ne me prononce pas, à vous de débattre. En tout cas, je le fais de manière à ce que, si ça nuit à quelqu'un, ça soit qu'à vous-même. Et je rappelle que l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça veut donc dire aussi la liberté de me nuire à moi-même. On a complètement oublié aujourd'hui, puisque l'ensemble des politiques publiques sont justifiées par le fait de protéger les gens contre eux-mêmes. Merci Gaspard Koenig de cette belle conversation.